Bonjour à toutes et toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la cinquième plénière de l'école d'été Innovation pour le développement. École d'été qui rassemble une soixantaine de participants, chercheurs et praticiens du développement issus de divers pays du monde. Comme vous le savez, ces plénières, eh bien, elles ont pour objectif d'établir le rôle de l'évaluation d'impact dans la conception de politiques publiques fondées sur les preuves. Alors, la plénière qui nous réunit aujourd'hui, elle s'intitule Transformer l'agriculture en Afrique subsaharienne. Alors, je vais, en guise d'introduction, rappeler quelques évidences sur le rôle clé que joue le développement agricole dans le développement des pays africains. L'agriculture est à la croisée de nombreux objectifs de développement durable. D'abord par sa contribution à l'économie des pays d'Afrique subsaharienne, tant en termes de création de valeur que de création d'emplois. Ensuite, parce que c'est le fondement de la sécurité alimentaire des pays africains. Et la situation actuelle, de ce point de vue, nous rappelle à quel point il est important d'investir pour la production agricole, mais également pour l'accès du plus grand nombre et de tous à une alimentation de qualité. Par ailleurs et par essence, l'agriculture est exposée, fortement exposée au changement climatique. Elle doit donc s'y adapter impérativement. Les dynamiques agricoles sont également déterminantes pour la préservation de la biodiversité et en Afrique singulièrement des écosystèmes forestiers. Et enfin, et en particulier au Sahel, elle est au cœur des interrelations entre la gestion des ressources naturelles, les conflits qui sont bien souvent liés à la question de l'accès aux ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Donc le développement agricole est central pour tous ces enjeux de développement et elle est donc depuis des décennies un secteur majeur d'intervention pour l'AFD qui investit pour une agriculture qui combine des performances sociales en ciblant en premier lieu l'agriculture familiale, des performances économiques en recherchant l'amélioration de la productivité et surtout des revenus des agriculteurs. Et bien sûr, performance environnementale avec un accent très fort mis désormais sur la transition écologique des systèmes de production agricole. L'une des leçons que nous tirons de notre expérience dans ce secteur, c'est que dans bien des cas, une approche exclusivement agronomique ne suffit pas. Le développement agricole, c'est une discipline complexe qui combine l'agronomie, mais aussi l'appréhension des environnements sociaux, les conditions d'accès aux ressources naturelles et naturellement l'économie. On croit que les nécessaires évolutions des pratiques agricoles dépendent donc de multiples facteurs qui sont très dépendants des contextes d'intervention. Il n'y aurait donc pas de recette miracle. Pour autant, certaines innovations peuvent avoir des impacts rapides au bénéfice d'un grand nombre d'agriculteurs, dès lors qu'elles sont adaptées à leurs contraintes et à leurs besoins. Il est donc crucial de les identifier, ces innovations qui fonctionnent, et d'anticiper les conditions de leur adoption par le plus grand nombre d'agriculteurs. Bien, pour éclairer ce point, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Luc Béhaguel. Monsieur Béhaguel est professeur à l'École d'économie de Paris. Il est chercheur et directeur de recherche à l'INRAE. Il est également chercheur à l'Institute of Labor Economics, ISA, co-directeur du programme Travail et Emploi du Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEPREMAP. Il est affilié au Centre de recherche en économie et statistique, le CREST. Il est enfin affilié au réseau de chercheurs du JPAL, Abdou-Latif Jamil Poverty Action Lab, où il est le co-chair de l'initiative de recherche portant sur l'inclusion sociale en Europe. Les intérêts de recherche de M. Béhaguel sont très variés, puisqu'ils vont des politiques du marché du travail et de l'éducation aux questions de développement rural. Il a mené plusieurs évaluations randomisées sur l'éducation et la discrimination en France, ainsi que sur l'adoption de technologies agricoles dans les pays en développement. Et donc, c'est sur ce dernier thème que le professeur Béhaguel nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Il nous présentera un cadre d'analyse pour mieux expliquer le manque d'investissement productif en Afrique subsaharienne, ainsi que les principales leçons qui en découlent.
M. Behagel présentera quelques solutions pour lever les barrières à l'adoption de technologies en s'appuyant sur des exemples pratiques tirés de divers pays en développement. Monsieur Behagel, vous avez donc la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et bien, merci beaucoup Mathieu pour cette introduction et merci à tous de participer en cette fin de semaine à cette 5e séance dont le titre, comme vous le voyez, est assez ambitieux. Transformer l'agriculture en Afrique subsaharienne. Alors, 2 remarques peut-être pour commencer sur ce titre ambitieux. Comme le rappelait Esther Duflo dans sa présentation lundi, une façon de prendre un grand problème, c'est de le prendre comme une succession de problèmes concrets, étape après étape. Et donc, transformer l'agriculture, c'est peut-être déjà tout simplement permettre à des petits exploitants d'adopter des technologies plus efficaces, de mieux faire face aux risques auxquels ils sont confrontés, de commercialiser une partie croissante de leur récolte, etc. Et donc, c'est cette approche-là, modeste, mais je l'espère systématique et fructueuse, que je vais vous présenter. Deuxième remarque peut-être sur ces mots « transformer l'agriculture ». Telle que la question était posée au début des années 2000, ce qu'on avait beaucoup en tête, au moins parmi les économistes, c'était l'intensifier, la rendre plus productive. Et cela reste sans doute indispensable. Mais Mathieu l'a bien souligné, l'enjeu d'une intensification soutenable, durable, dont les coûts pour l'environnement soient limités, qui était déjà présent, est devenu de plus en plus évident. Et donc, il y a une petite question en filigrane sur laquelle je ne vais pas disserter au début, mais qui est certainement présente en toile de fond et qui sera présente dans les exemples, c'est quelle est la transformation souhaitée, comment est-elle durable, comment peut-elle prendre en compte le changement climatique, en limiter les effets, et surtout ne pas accentuer ce changement climatique. Tout cela fait partie de la discussion. Mais je vais, pour commencer, partir du problème tel qu'il a été posé initialement dans l'ensemble de travaux que je vais vous détailler, qui est celui de la nécessaire intensification de la production agricole en Afrique subsaharienne. Et cette nécessaire intensification, je crois qu'elle se voit bien sur le graphique que vous avez. Alors, si je veux que vous suiviez, est-ce que là, vous suivez ma souris, éventuellement? Oui, non? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Donc, je me mettrai ici. Dans ce cas, je vous regarderai un petit peu moins dans les yeux. C'est le jeu des écrans. Donc, que nous montre ce graphique qui est tiré du rapport sur le développement durable, du rapport mondial sur le développement, pardon, publié par la Banque mondiale à la fin des années 2000, en 2008, je crois. Et bien, il nous montre comment la production agricole a pu augmenter dans 2 régions du monde, prises globalement, l'Afrique et l'Asie. Alors, commençons par l'Afrique. Une façon d'augmenter la production de céréales, c'est de mettre davantage de terres en culture. Et c'est largement ce qui a été observé des années 60 aux années 2000, une mise en culture de nouvelles terres qui revient à presque doubler les superficies de céréales cultivées. C'est ce que vous voyez dans le bas du graphique. En revanche, les rendements à l'hectare, eux, ont très peu progressé. On passe d'un indice de 100 à un indice de 130, un gain de productivité, de rendement de l'ordre de 30%. Gros contraste avec l'Asie, où là, les surfaces en culture, grosso modo, restent très stables et où les gains de rendement à l'hectare sont très importants. On est presque à multiplier par 3 les rendements à l'hectare. Bon, ce constat est relativement bien connu. Une des conséquences qu'en ont tiré les économistes lorsqu'ils se sont saisis de ce problème au moment où sont lancées une partie des expérimentations randomisées dont je vais vous parler, c'est qu'il paraît difficilement contournable pour l'Afrique, dont les terres nouvelles à mettre en culture ne sont pas infinies, de passer à une phase de croissance par l'augmentation de la productivité, donc des intrants plus productifs, et par une intensification de l'usage de ces intrants, l'intensification capitalistique dont parlent de Janvry et Sadoulé. Alors, cette augmentation de la productivité, cette intensification capitalistique, on peut montrer dans les données qu'elle explique 83% de la croissance de la production agricole dans le reste du monde, beaucoup moins
en Afrique subsaharienne. Faut-il que l'Afrique suive exactement le même modèle que le reste du monde? On peut se poser beaucoup de questions sur le modèle du reste du monde, mais clairement, une intensification plus importante semble nécessaire si on veut parvenir à davantage de production et une meilleure insertion, des revenus plus élevés pour les agriculteurs. Du coup, comment est-ce que cela peut se passer? Alors, reprenons le problème un petit peu différemment. Ce graphique-là va vous montrer les choses simplement avec un niveau de détail un petit peu plus désagrégé. Restons sur ces rendements céréaliers et regardons les choses en distinguant maintenant deux parties en Asie, Asie du Sud, Asie de l'Est. Restons sur l'Afrique subsaharienne. Ce qu'on y voit, c'est des rendements à l'hectare qui augmentent, mais faiblement, comme dans le graphique précédent. Dans l'Asie du Sud, des rendements à l'hectare qui augmentent un peu plus, mais guère plus. Et puis, l'Asie de l'Est, la révolution verte qui modifie complètement la donne, dont les rendements à l'hectare augmentent très fortement, au point, par période, de rattraper ceux des États-Unis. On est tenté de mettre en regard ces trajectoires contrastées d'une mesure possible de l'intensification dans l'usage d'intrants. Et un des intrants qui a joué un rôle important dans la Révolution verte, c'est l'utilisation d'engrais. Et là, que voit-on? Effectivement, c'est un des intrants qui a été largement mobilisé en Asie de l'Est, au point de rattraper et même de dépasser l'usage qui en est fait aux États-Unis. Mais regardons également l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Et là, le contraste est vraiment frappant. En Asie du Sud, une adoption massive qui fait que dans les années 90, cette région est la plus consommatrice des quatre d'engrais à l'hectare, ce qui contraste très fortement avec ces rendements beaucoup plus modestes qui sont loin d'avoir rattrapé ceux des États-Unis. En Afrique subsaharienne, en revanche, pas d'adoption, ou presque pas, et également pas de hausse des rendements. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai montré ces deux graphiques? Parce qu'ils suggèrent une histoire finalement plus complexe que celle qui ferait juste de l'utilisation de certaines technologies, de certains intrants, la clé des gains de productivité. Clairement, ce n'est pas simplement l'adoption d'une technologie, d'un intrant qui suffit. D'un côté, la faible utilisation d'engrais est très probablement un des facteurs expliquant les faibles rendements en Afrique subsaharienne. De l'autre, leur adoption peut être inefficace ou du moins insuffisante. Ces trois graphiques également, je vous ai présentés pour dire l'ampleur des enjeux que Mathieu a déjà présentés, d'énormes enjeux macroéconomiques, mais du coup des enjeux macroéconomiques qui poussent à descendre à un niveau d'analyse plus microéconomique. Quelles sont les conditions d'une hausse de la productivité? Quelles sont les technologies dont l'adoption permet ces gains de productivité? Sous quelles conditions sont-elles assurances? Sont-elles efficaces? Comment s'assurer qu'elles sont adoptées là où ces conditions sont remplies? C'est un petit peu l'enjeu des recherches que je vais vous présenter. Alors, la littérature agronomique, économique qui aborde ces questions est immense. Donc, sans surprise, je vais m'appuyer ici sur un corpus particulier d'études, des études d'évaluation d'impact qui mobilisent des expérimentations randomisées de terrain. La petite ironie dans cette histoire, c'est que l'expérimentation a une longue histoire en agriculture et de fait, les bases de l'analyse d'expériences randomisées ont été posées par un statisticien Fischer dans les années 1920 qui procédait à des expérimentations agronomiques, mais ce n'est pas le terrain sur lequel ces méthodes ont été au départ le plus appliquées en sciences sociales. Il a fallu attendre les années 90 pour que ces méthodes soient à nouveau mobilisées en sciences sociales, dans les pays en développement et en particulier dans le secteur agricole. Donc ça a été un mouvement mené par un collectif de chercheurs. Et je vais dire quelques mots de l'initiative sur l'adoption de technologies agricoles à taille, qui a joué un rôle fédérateur pour plusieurs de ces chercheurs. Donc, c'est une initiative de recherche conduite à la fois par JPAL et par Berkeley,
financé par la Fondation Gates et par le Royaume-Uni, dont l'objectif était de poser ce problème au départ de moindre productivité agricole en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne, et de s'interroger sur le rôle des technologies et sur la façon dont une adoption plus rapide de technologies pourrait permettre des gains de productivité, des hausses de revenus et l'amélioration du bien-être des petits producteurs. Et pour mener à bien cette recherche, on aurait pu se contenter d'initiatives ici et là, de chercheurs, de partenaires de terrain, mais il semblait important d'avoir un effort collectif, de définir un cahier des charges, un programme, un livre blanc qui dit peut-être tel ou tel frein est-il important, peut-être telle ou telle question est-elle prioritaire, on s'interroge sur la généralité de tel ou tel levier. Essayons de susciter des recherches et essayons de susciter ces recherches en mettant en contact des chercheurs, mais aussi sur le terrain, des ONG, des gouvernements, des centres de recherche, des entreprises. Et donc, 66 évaluations randomisées dans 17 pays ont pu ainsi être conduites. Donc, vous voyez qu'un grand nombre se situe en Afrique subsaharienne, un nombre important également en Inde. Et vous voyez également sur cette carte que ces projets touchent des questions assez variées. La question de la productivité agricole est centrale pour un grand nombre de projets, mais certains projets s'interrogent aussi en amont sur les capitaux disponibles dans le secteur agricole, sur l'accès aux intrants, s'intéresse en aval sur la commercialisation, sur l'insertion dans les chaînes de valeur, et encore plus en aval sur la valorisation des produits, et puis plus généralement prennent garde à bien inclure les activités agricoles au sein d'un ensemble d'activités économiques, puisque les ménages qui pratiquent l'agriculture peuvent également avoir d'autres activités ou être en interaction avec un tissu économique local qui conditionne leur efficacité. Alors, lorsqu'on se pose cette question de la productivité, une façon qu'ont fréquemment les économistes de raisonner, c'est de se placer dans un modèle où on essaie de comprendre les décisions du producteur. Ici, le ménage agricole. Et de ce point de vue-là, on est loin d'une logique simplement agronomique où il y a une fonction de production à comprendre, à optimiser. Il y a un décideur qui prend ses décisions et qui a de bonnes raisons de prendre ses décisions. Il vise un objectif qui peut être le profit ou qui peut être le profit modulo certaines contraintes en termes de bien-être, de risque, etc. Et avant toute tentative d'intervention, avant de se dire on va aider ce ménage à améliorer sa productivité, il est important de comprendre comment le producteur prend ses décisions. Après tout, il est tout à fait possible que ces décisions soient efficaces au vu des contraintes qui sont les siennes. Et si on va un peu plus loin, si la théorie microéconomique nous enseigne quelque chose, c'est que si les marchés fonctionnent bien, ces décisions du producteur sont les bonnes au sens où elles permettent d'allouer efficacement les ressources en répondant aux signaux apportés par les prix. Mais bien sûr, la théorie microéconomique nous apprend que si les marchés ne fonctionnent pas bien, alors le bel édifice s'écroule. Donc s'il y a des marchés où le prix ne reflète pas la rareté des biens, parce qu'il y a des situations de monopole, par exemple, ou parce que s'il y a des marchés qui sont carrément manquants, comme le marché de l'assurance dont nous allons parler, alors les décisions ne sont plus nécessairement efficaces. Et donc toute la question, avant d'aborder cette question de la transformation de l'agriculteur en Afrique subsaharienne, c'est de se demander dans quel monde est-on? A-t-on des raisons de penser que les marchés fonctionnent bien ou au contraire qu'ils sont déficients en Afrique subsaharienne? Longue introduction qui nous mène à cette liste de 6 bonnes raisons qu'on peut avoir, listées ici par Chris Woodry, un très bon économiste du développement, pour penser que les marchés peuvent fonctionner de façon très imparfaite. Alors de quel marché s'agit-il? Derrière la faible efficacité des intrants, ça va être typiquement la recherche et développement agricole. Est-ce qu'elle est financée de façon suffisante? Est-ce qu'elle vise des découvertes qui sont appropriées pour l'Afrique, ou est-ce qu'elle est biaisée en faveur de recherche pour des contextes moins pertinents pour l'Afrique subsaharienne, etc. Marché de la production de ces intrants avec tous les problèmes que ces marchés peuvent rencontrer, problèmes de compétition, d'accès aux ressources, etc.
Question du coût élevé des intrants, ce qu'il y a derrière, ça peut être à la fois des problèmes d'acheminement, d'infrastructure, mais aussi à nouveau des problèmes de manque de concurrence, de défaillance, de monopole, etc. Marché du crédit. Pour pouvoir investir, l'activité agricole suppose d'avancer des fonds, ne serait-ce qu'entre la période des semailles et la période des récoltes, mais pour plein de cultures, c'est souvent des investissements beaucoup plus longs, si on pense au cacao, par exemple. Et donc, l'accès imparfait au crédit peut être une raison forte de ne pas investir. L'accès imparfait au crédit peut jouer un rôle très important. L'activité agricole est également une activité risquée. Et si les investissements peuvent être perdus en raison d'aléas climatiques, par exemple, ça peut être un frein très important à l'adoption de nouvelles technologies, par ailleurs beaucoup plus efficaces en moyenne, mais risquées. Par ailleurs, il y a la question de l'accès à l'information. Les technologies peuvent être là, mais mal connues, et je vous en donnerai quelques exemples. Ce problème d'accès à l'information est souvent un peu minimisé en disant au bout d'un moment les gens apprennent, mais en réalité un des éléments agronomiques importants à prendre en compte en Afrique subsaharienne est la forte hétérogénéité qu'il peut y avoir d'un producteur à l'autre, y compris au sein d'un village, dans les conditions auxquelles il fait face, parce que les sols peuvent varier à une échelle très fine, les caractéristiques des sols, et donc ce qui peut être bon d'un point de vue agronomique pour l'un ne peut ne pas être bon pour l'autre. Ce que je peux apprendre du coup de l'expérience de l'un peut être relativement limité, mais il y a également une hétérogénéité en termes de conditions économiques, ce qui fait que des technologies qui sont intensives en travail peuvent être pertinentes pour certains ménages, pas par d'autres, etc. Enfin, dernier élément, faiblesse des droits de propriété. Tout ça, ce sont des imperfections de marché qui nossent à penser que l'adoption de technologies agricoles peut être freinée et loin d'être optimale par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter dans un monde où les marchés fonctionneraient bien. À partir d'une telle liste, évidemment, on est un peu embarrassé. Par où commencer? Comment vérifier lesquelles de ces défaillances de marché sont les plus importantes? Lesquelles empêchent l'adoption technologique qui serait profitable? Sinon, et donc, du coup, pourrait améliorer le bien-être des producteurs. Alors, je continue de poser un petit peu le cadre à partir d'un schéma qui donne deux approches finalement possibles pour aborder le problème. La première approche qu'on peut appeler une approche par l'offre, qui vous est présentée sur la partie gauche de l'écran, consiste à réfléchir avec les acteurs concernés aux problèmes auxquels ils se heurtent, aux freins qui les limitent dans l'adoption, réfléchir à partir du petit modèle microéconomique qu'a utilisé Oudry, et de se dire, ben voilà, il y a certaines innovations dont on peut penser qu'elles pourraient être utiles pour le crédit, pour améliorer l'information, pour améliorer l'accès au marché. Donc, par exemple, les producteurs locaux n'ont pas accès à des prêts. On voit que les taux d'intérêt sont absolument rédhibitoires, ou tout simplement qu'il n'y a pas de marché formel permettant d'accéder aux prêts. Dans ce cas-là, une façon de faire pourrait être, pour tester si c'est un problème, de lever éventuellement de façon temporaire, un peu artificielle, cet accès au crédit, par exemple par la distribution de transferts. Et voyons ce que ça donne. Est-ce que transférer de l'argent, de la liquidité aux producteurs, fait qu'ils modifient leur choix d'adoption technologique? Si oui, on va se dire, ah ben, cette contrainte d'accès à la liquidité au crédit était une barrière. Sinon, on va se dire, ah ben, ce n'était pas la première priorité. Il manque d'assurance, il n'y a pas d'assurance des récoltes. Les idées se mettent en place sur des assurances indexées sur les précipitations. Elles sont manquantes dans une région donnée, elles sont particulièrement pertinentes. Levons cette contrainte, mettons en place, avec l'appui des pouvoirs publics ou d'une ONG, une assurance indexée sur les précipitations, et voyons dans quelle mesure ça a des effets induits sur l'adoption, non seulement de l'assurance elle-même, mais d'autres technologies. Bien sûr, au terme de ces présentations, vous vous doutez que la façon dont nous allons essayer de faire ça, c'est de façon méthodique, de façon à pouvoir mesurer de façon incontestable et transparente l'impact de la contrainte. Et pour cela, l'intervention que l'on propose, l'innovation, va être assignée de manière aléatoire dans certains villages et pas en d'autres, de façon à avoir non seulement un groupe test dont on va pouvoir vérifier s'il réagit favorablement à l'innovation qui lui est proposée, mais aussi un groupe témoin qui permettra de servir de groupe de comparaison et de voir dans quelle mesure, au-delà de la première information qui est est-ce que le groupe test adopte ou n'adopte pas la technologie qu'on propose, voir si ce groupe test
voit une amélioration de sa productivité, de ses profits, et éventuellement de mesures de son bien-être. Donc voilà cette première approche dont je vais vous donner quelques exemples, qui consiste à lever les contraintes de façon méthodique et de façon à mesurer les barrières à l'œuvre. Donc cette approche a un gros avantage, elle identifie un problème potentiel précis, le risque par exemple, ou l'accès au crédit, elle teste si ce problème est bien présent, et comme elle le teste en levant la barrière concernée, elle permet de quantifier les gains qu'il y aurait à lever cette contrainte. Évidemment, cette approche pose aussi un ensemble de questions. La première, peut-être, c'est celle de la séquence. Donc, dans la liste que je vous ai donnée, proposée par Chris Oudry, il y avait 6 contraintes, et on peut en imaginer d'autres. La question, c'est laquelle faut-il lever? Et peut-être la question encore plus redoutable, c'est est-ce qu'il suffit de lever une contrainte à la fois? Imaginons que pour investir dans telle nouvelle technologie, par exemple une nouvelle variété de maïs, la contrainte soit potentiellement à la fois une contrainte de risque, l'investissement est plus risqué et l'agriculteur est freiné par ce risque, mais aussi une contrainte d'accès au crédit, il faut acquérir à la liquidité, il faut acquérir les nouvelles semences. Le problème, c'est que si on essaye de lever une contrainte puis l'autre, peut-être qu'on ne verra rien, tout simplement parce que c'est la combinaison de ces 2 contraintes qui freine l'adoption. Donc du coup, on veut avoir une expérimentation qui ait plusieurs bras de traitement, lever une contrainte, lever l'autre, lever l'interaction de ces contraintes, mais évidemment avec 6 contraintes, ça commence à faire très vite des expérimentations extrêmement compliquées. Donc c'est une première difficulté. La seconde difficulté, nous allons voir un peu comment elle est traitée. La seconde difficulté, c'est celle de la généralisation ou de la validité externe. Donc, je vous ai parlé de l'hétérogénéité des conditions pédoclimatiques en Afrique, y compris à une très faible échelle. Les mêmes contraintes ne sont pas nécessairement à l'œuvre partout ou dans les mêmes proportions. Donc, quelles leçons est-ce qu'on va pouvoir tirer du fait qu'une contrainte était bloquante dans un contexte ou pas dans l'autre? Pour une bonne part, c'est une question empirique. Y a-t-il des régularités dans les contraintes qu'on trouve bloquantes d'un contexte à l'autre? Et c'est pour ça qu'il était important d'avoir une masse critique d'expérimentation, 66 réalisées dans le cas data, mais plusieurs centaines si on va au-delà. Et donc, il est naturel de se demander, et je vais me le demander avec vous aujourd'hui, si des leçons un peu générales émergent de cette approche. Donc, résumons, première approche, identifier des contraintes possibles, les lever et voir dans quelle mesure cela améliore la situation des producteurs. Deuxième approche, c'est ce que De Janvry et Sadoulé appellent l'approche par la demande, qui là ne cherche pas à identifier à la place des acteurs, des producteurs, mais aussi les autres acteurs privés qui intéressent une chaîne de valeur, quelles sont les contraintes qui posent problème. Cette approche va plutôt chercher à appuyer la coordination, la contractualisation parmi ces acteurs. On ne va pas laisser au marché décentralisé, qui sont de toutes sortes d'imperfections, la recherche de solutions. Par contre, on ne va pas non plus confier ce soin au chercheur lui-même, on va confier ça aux acteurs les plus directement concernés, les producteurs et ceux qui commercialisent la production au sein des chaînes de valeur, de façon à les laisser identifier de façon endogène et locale des améliorations. Donc, ce qui compte dans ce cas-là, et l'intervention sous-jacente, ça va être de favoriser la coordination, favoriser l'établissement de relations contractuelles de long terme et vérifier l'équilibre des rapports de force au sein de ces chaînes de valeur. Donc, comme vous le voyez, ça donne un programme ambitieux, alors peut-être un peu abstrait, mais rassurez-vous, ce que je vais essayer de faire là maintenant, c'est de vous donner des exemples d'évaluation qui traitent, qui abordent concrètement ce programme. Alors, dans la mesure où je ne vais peut-être pas pouvoir tout couvrir dans le temps de cette présentation, je vais tout de suite vous envoyer 3 messages clés et que je vais tâcher d'illustrer tous les 3, mais peut-être de façon un petit peu sélective. Donc, le premier message, la première leçon qu'on a apprise de toutes ces expérimentations menées depuis une quinzaine d'années, c'est peut-être que l'hypothèse initiale de technologie
profitable, disponible, mais pas adapté en raison de barrières un petit peu fortuites, cette hypothèse était peut-être pas si vérifiée. Peut-être qu'il y avait un problème, et qu'il y a encore un problème, d'une offre insuffisante de technologies profitables, adaptées à l'agriculture pluviale en Afrique subsaharienne. Donc ça, et donc l'idée de transférer des technologies qui ont fait leurs preuves ailleurs, c'est une bonne idée sur le principe, mais ça suppose un travail d'adaptation, de recherche et développement, de recherche orientée vers la découverte de nouvelles approches, de nouvelles techniques, et que c'est à cette condition-là qu'on peut avancer. Et que du coup, si on se place d'un point de vue de l'adoption de technologies agricoles, il y a une première étape qui est, avant de pousser l'adoption d'une technologie, de vérifier qu'elle est adaptée, qu'elle est profitable dans le contexte local dans lequel on veut l'adapter. Donc c'est une première leçon. Deuxième leçon, je vous ai présenté cette approche visant à lever différentes barrières. La deuxième leçon, c'est que cette question des barrières et de leur combinaison est bien effectivement pertinente. On a pu documenter que l'adoption d'un certain nombre d'innovations était freinée par des combinaisons de contraintes, par exemple, contraintes à la fois d'information et d'accès au crédit, et qu'en levant ces contraintes, on pouvait favoriser l'adoption. Message de ce point de vue-là plus positif. Troisième message, c'est ces chaînes de valeur et cette résolution endogène des freins au gain de productivité. Oui, c'est une bonne idée, ça peut aider à lever ces combinaisons de contraintes. On en a des exemples bien documentés, mais évidemment, on a aussi pris conscience du peu. Encore faut-il que ces chaînes de valeur fonctionnent bien, fonctionnent de façon inclusive. Donc voilà un petit peu les trois messages synthétiques que je souhaite vous présenter et vous illustrer dans ce qui suit. Je commence par le premier, ce facteur limitant, le manque de technologies profitables adaptées. Alors je vais commencer par un exemple qui est un petit peu un cas d'école, un petit peu ancien maintenant, qui est celui des variétés de maïs améliorées, hybrides au Kenya, dont l'adoption va avec l'utilisation d'engrais très largement. Donc cette technologie, ce package est bien connu dans les années 80, les années 90 au Kenya. Il existe des variétés dont les rendements sont beaucoup plus élevés que les variétés traditionnellement utilisées. Pour autant, les niveaux d'adoption restent faibles parmi les petits producteurs. Alors d'un échantillon à l'autre, ça varie, mais l'étude de Souris que j'ai en tête, c'est un niveau d'adoption de l'ordre de 40%. Ce n'est pas zéro, la technologie est connue, mais ce n'est pas du tout 100%. Face à ce constat, la première étape, c'est de passer de la ferme expérimentale à l'exploitation réelle. Il faut faire des tests pour vérifier si cette technologie est applicable dans d'autres fermes et si elle est surtout profitable. Et pour faire ça, le mieux, c'est de prendre un échantillon de producteurs et de leur proposer, en l'occurrence dans l'approche du flow Kremer et Robinson, de leur proposer d'appliquer sur leur champ, sur leur parcelle, de l'engrais. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est un exercice difficile. La première chose, c'est parce qu'on a un objectif relativement ambitieux. Je vous l'ai dit, 40% d'adoption de ces pratiques. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup par rapport à l'opportunité en termes de profitabilité? Tout dépend. Si c'est profitable pour 40% des producteurs, c'est bien, rien à dire. Et ça, on ne le saura pas en regardant si c'est profitable en moyenne. Donc, il faut avoir une mesure de la profitabilité au niveau de la ferme. Et pour ça, pas 36 façons de faire. Il va falloir tester, mesurer la profitabilité sans cette technologie, mesurer la profitabilité avec cette technologie à l'échelle de la ferme, et donc typiquement en mettant en œuvre cette technologie dans une parcelle sur deux, choisie au hasard, comparable, etc. Donc c'est un exercice qui demande une forte mobilisation. Par ailleurs, même quand on a ce principe d'expérimentation à l'intérieur des fermes, d'un échantillon représentatif de fermes, il faut être conscient d'autres difficultés. On va subventionner le prix d'un intrant, par exemple le distribuer gratuitement, mais ça va modifier pas simplement l'utilisation de cet intrant, ce qui était l'objectif suivi, mais également les décisions sur d'autres intrants. Par exemple, on va investir davantage de travail sur les parcelles où on a appliqué davantage d'engrais.
pour appliquer cet engrais, et parce qu'on se dit aussi, il y aura peut-être un rendement plus fort à mon travail. Il est nécessaire évidemment de mesurer tous ces changements de façon à mesurer vraiment un rendement net, un effet sur le profit du changement de technologie. Et mesurer le travail utilisé sur une parcelle, c'est quelque chose de difficile. Valoriser ce travail, ça ne va pas de soi. Quel est le coût d'opportunité? Est-ce que c'est le salaire qu'on pourrait gagner en ville? Est-ce que c'est zéro parce qu'en réalité, il y avait du travail qui n'était pas utilisé? Tous ces choix-là méthodologiques ont une forte importance. Et même conceptuellement, si on va un peu plus loin, on peut se dire que le simple fait d'avoir subventionné le prix d'un intrant a modifié, distordu les décisions du producteur, qui ne fera pas en conditions réelles ce qu'on lui propose de faire en conditions expérimentales, et donc on aura une mesure qui ne sera pas parfaite de l'effet sur les profits. Donc exercice difficile, exercice un peu incontournable pourtant, si on veut pouvoir proposer une technologie dont on est sûr qu'elle est profitable pour un nombre suffisant de producteurs, y compris de producteurs qui ne l'avaient pas adopté au départ. Alors, que donne l'étude sur le cas du Kenya? Commençons par la profitabilité moyenne. Avec une quantité d'engrais optimale, on obtient pour 100 shillings kenyans d'investi 136 shillings kenyans, donc un taux de profit, un rendement économique de 36%. Donc on se dit, pas mal. Mais la première réserve, c'est qu'en réalité, cette quantité d'engrais optimale, ce n'est pas du tout la quantité qui a été recommandée par les services de conseil agricole gouvernementaux. En fait, c'est une quantité 2 fois moindre. Si on utilise la quantité recommandée par les services de conseil agricole, en réalité, on applique trop d'engrais, c'est coûteux, et finalement, certes, le rendement à l'hectare augmente davantage, mais les coûts augmentent également plus fortement, et à terme, la profitabilité augmente moins qu'avec la quantité optimale. Donc, première réserve, le choix de la quantité optimale n'est pas évident. Par ailleurs, la profitabilité, même avec la quantité optimale, varie fortement et elle reste négative pour un ensemble d'exploitants. Et la façon dont cela varie est difficile à expliquer avec les variables observables sur les producteurs ou leurs exploitations. Enfin, tous ces résultats sont sensibles à d'importants choix méthodologiques, la façon dont on valorise la production, est-ce que c'est au prix maximal ou est-ce qu'on tient compte des fluctuations du prix de vente du maïs, c'est aussi sensible à la façon dont on valorise le travail qui a été mis. Et donc, sur cette étude, qui était au départ partie pour être un exemple de technologie transférable, etc., la conclusion est que finalement, la profitabilité, elle est modeste, elle est variable, elle est conditionnelle. Et du coup, on n'est pas dans le cas évident de quelque chose dont il s'agit juste d'assurer la diffusion. C'est aussi une technologie qu'il faut ajuster, dont il faut préciser les bonnes modalités d'adoption, etc., etc. Et donc, ça conduit finalement à dire que l'offre effective de technologie est peut-être plus limitée que ce qu'on pensait. Et par offre effective de technologie, ce que j'entends, c'est 3 conditions à satisfaire. D'une part, une technologie qui soit profitable, une information sur cette technologie qui soit disponible, adaptée au contexte. Et puis par ailleurs, dernier point là, qui est soulevé par une autre étude, c'est la question de l'accessibilité aux intrants. Ce que montre une étude de Tavnit Souri, dans le même contexte du Kenya, de la région de Busia, c'est des phénomènes très importants d'adoption et de désadoption. Donc la technologie est utilisée certaines années, pas d'autres. Et ça s'explique assez bien par les fluctuations de l'accès aux intrants. Donc voilà le premier message que je vous propose de retenir. Maintenant, il existe aussi des résultats positifs de la recherche agricole, des découvertes, des technologies dont on souhaite l'adoption parce qu'elles sont profitables si certaines contraintes sont levées. Donc, comment lever ces contraintes? Et je vais vous parler principalement de 2 contraintes dans la liste de 6 proposées par Chris Soudry. Et je vous invite à aller voir, par exemple, le site Dataï pour en voir d'autres. La première, c'est celle du risque. Et la deuxième, c'est celle de l'information. Alors, je vais commencer par le risque. La barrière du risque. Alors, ce qui est important d'un point de vue économique sur le risque agricole, c'est de comprendre qu'il est double. Il y a le risque direct, perdre sa récolte, avec le risque de tomber dans la pauvreté, de ne pas manger à sa faim, etc. Risque
très important. Mais il y a aussi le risque indirect, et ça sera intéressant de le quantifier, qui est le risque de ne pas investir par peur de perdre son investissement. Autrement dit, on va s'auto-assurer en limitant son exposition au risque et en évitant, par exemple, d'utiliser certains facteurs qu'on risquerait de perdre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'assurance des récoltes est extrêmement peu répandue en Afrique subsaharienne, pour ne pas dire inexistante. Et donc, du coup, là, on se dit, il y a potentiellement un levier très important. Comment réduire les risques supportés par les agriculteurs et est-ce qu'on aura ce double bénéfice correspondant au double coût qu'en réduisant les risques, d'une part, on permet d'éviter à certains de tomber dans la pauvreté, mais également qu'on permet une intensification, une adoption de technologies plus productives qui permet d'augmenter les revenus dans les bonnes années. Donc, est-ce qu'on gagne à la fois pour les bonnes années et pour les mauvaises années? Un exemple que je vais suivre, deuxième exemple après le Kenya et l'engrais, c'est celui des assurances basées sur un indice climatique. Dans les pays développés, l'assurance des récoltes est la règle. Et de fait, elle est souvent obligatoire et fortement subventionnée. La forme que cela prend, typiquement, ce sont des assurances basées sur, où l'indemnité en cas de sinistre est basée sur l'évaluation du dommage. On évalue les récoltes, on les compare à une récolte normale, on vérifie donc les pertes et à partir de là, le producteur est indemnisé. Ce modèle-là s'applique beaucoup plus difficilement dans une agriculture où on a un ensemble de petits exploitants, c'est des coûts administratifs énormes, c'est aussi des systèmes juridiques où les contentieux peuvent être plus difficiles à réguler, etc. Donc du coup, cette assurance-là est extrêmement coûteuse. Et une idée simple dans ce cas-là, c'est de remplacer ce mécanisme de vérification des dommages par un critère de déclenchement automatique de l'indemnisation. Et une des sources de sinistres la plus importante, c'est les irrégularités de précipitation. Et bien, si on peut constater localement, en la mesurant dans une station météorologique, une année particulièrement mauvaise en termes de précipitation, une forte sécheresse, on peut se dire les exploitations environnantes vont avoir connu des pertes. Je n'ai pas besoin de vérifier, de quantifier ces pertes, je sais qu'elles sont là. Et à partir de là, je peux indemniser directement les producteurs dans un périmètre autour de la station météorologique. Et cela, ça a l'avantage de contourner beaucoup de problèmes de l'assurance traditionnelle, le processus d'évaluation du dommage avec tous ces risques de longueur et de contentieux, mais ça a également l'avantage de faire que l'indemnisation est complètement indépendante du comportement du producteur. Donc, peu importe s'il a bien travaillé, pas bien travaillé, il a toujours l'incitation à maximiser ses récoltes, son indemnisation ne sera pas réduite parce qu'il a réussi à mieux faire face au risque climatique. Donc, le risque moral inhérent à l'assurance, donc comportement déviant en disant de toute façon, peu importe mes efforts, je vais être indemnisé, là ne s'applique pas puisque mon indemnisation dépendra de quelque chose d'extérieur à mon effort. Donc, a priori, c'est un produit intéressant, mais il y a un fort mais, toujours lié à cette hétérogénéité, à ces variations locales dans les conditions de production, c'est que l'indemnisation est basée sur un critère certes non manipulable, mais aussi pas parfaitement corrélé au dommage. Et donc, il se peut très bien que j'observe une sécheresse à la station météorologique, mais que néanmoins, ma production a été relativement peu affectée, ou qu'au contraire, il y a eu des pluies, mais que ces pluies étaient très locales et que pas de chance, la station a enregistré ces pluies, mais mes terres n'en ont pas bénéficié. Bref, on se retrouve dans un cas d'assurance finalement partielle, et c'est le coût à payer pour avoir une assurance basée sur un critère ainsi non manipulable. Et donc les bénéfices pour les producteurs sont moins lisibles. Donc une bonne idée a priori, mais également certaines réserves potentielles. Et donc là, il y a eu un programme important dans le cadre d'Ataï visant à voir si on pouvait tirer le meilleur parti de cette idée en développant de différentes façons des assurances indexées sur les précipitations. Et là, les résultats que je vais vous résumer sont basés sur pas moins de 10 expérimentations menées dans des contextes variés en Afrique et en Inde. Et donc, chaque contexte appelle des adaptations différentes. Les cultures sont différentes, les critères de déclenchement, l'indemnisation varient, même s'il s'agit essentiellement d'indemnisation indexée sur les précipitations dans tous les cas, mais le critère exact utilisé varie. Et par ailleurs, puisqu'il s'agit de promouvoir l'adoption de ces assurances, eh bien, différents traitements expérimentaux sont essayés de façon aléatoire, des subventions, de la formation, l'approbation par des institutions reconnues, etc.
Et un des enjeux de ces études, c'est de mesurer non seulement ce qui favorise l'adoption, mais également quelles sont les conséquences de l'adoption, à la fois sur la fluctuation des revenus et également sur les décisions productives, sur les investissements. Est-ce que être mieux assuré vous permet d'investir davantage? Je vais commencer par un graphique qui résume finalement le message principal de cet ensemble d'études. Donc ce graphique, attention, il est un petit peu compliqué à lire, puisque ce qu'il vous présente, c'est en axe des ordonnées le prix auquel sont proposées les assurances. Donc là, les évaluations, enfin, un ensemble d'évaluations menées en Inde et une évaluation menée au Ghana ont fait varier le prix de la prime d'assurance qui était demandée aux producteurs locaux pour acheter leur protection. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est le cas d'assurances qui sont proposées à leur prix de marché. Grosso modo, si un assureur veut en moyenne rentrer dans ses coûts et faire une petite marge, voilà le prix qu'il doit proposer. Eh bien, on propose ce prix au producteur. Quel est le niveau d'adoption à ce prix-là? Vous voyez que le niveau d'adoption, il reste extrêmement faible, de l'ordre de 10-20% des producteurs vont souscrire une prime d'assurance. Alors évidemment, comme je vous le disais, dans les pays du Nord, souvent ces assurances sont subventionnées. Donc regardons ce qui se passe si on les subventionne. Et allons-y gaiement. Proposons des subventions relativement massives. 40% de subventions, 40% d'assurance souscrite. Si on fait payer simplement 25%, un quart du prix, on reste simplement à 60% d'adoption. Il faut vraiment des subventions massives d'assurance quasiment gratuite pour que le taux d'adoption, la couverture se généralise. Donc le premier message, c'est qu'il faut subventionner massivement pour obtenir des taux de couverture importants. Au prix du marché, il n'y a pas de demande pour ces assurances. Alors, vous pourrez se demander si c'est une question d'information, si c'est une question de marketing, etc. Et la réponse est non. Les autres interventions n'ont pas, en général, d'effet massif. Je vous donnerai un contre-exemple à la fin, si j'ai le temps. Du coup, quel est le message? L'assurance, pour fonctionner, pour être souscrite, doit être massivement subventionnée. Est-ce que le bénéfice est une prise de risque et du coup des rendements plus importants? Et la réponse là est oui, par contre. Si on met le paquet, si on subventionne massivement, l'assurance est souscrite et cela modifie les comportements productifs. Donc réorientation vers des cultures commerciales, utilisation plus massive d'intrants. D'un contexte à l'autre, les choix des producteurs varient, mais dans tous les cas, ils vont dans le sens d'un investissement plus important et d'un investissement potentiellement plus risqué. Du coup, où en est-on? On est à la fois dans une situation où, sans doute, par rapport à un niveau d'investissement trop faible, une prise de risque trop faible, on a amélioré les choses, mais en subventionnant le risque, peut-être aussi va-t-on aller trop loin et au niveau agrégé, arriver à des prises de risque trop importantes. Donc, on est dans une situation finalement un petit peu ambiguë. Dans quelle mesure faut-il pousser vers le risque? Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative? Alors, oui, il existe une alternative qui serait de limiter le risque de façon intrinsèque, donc de ne pas couvrir le risque de façon un petit peu artificielle par des subventions, mais de développer d'autres solutions que la prise de risque, avoir des rendements élevés sans avoir les risques associés. Et il existe des technologies, des variétés qui permettent précisément cela, des variétés tolérantes aux inondations, à la sécheresse. Donc l'exemple relativement connu est celui du riz de la variété Swarna Sub 1, je ne sais pas comment ça se dit en français, qui est une variété issue de la variété Swarna, assez largement diffusée, mais le Sub 1, c'est une variété qui va résister davantage, en l'occurrence aux inondations. Donc, en année normale où la pluviométrie est correcte, où il n'y a pas d'inondation, on obtient le même rendement avec Swarna Sub 1 qu'avec Swarna, mais s'il y a inondation, les rendements vont tomber avec Swarna, mais vont se maintenir pour l'essentiel avec Swarna Sub 1. Et donc là, troisième exemple, une étude va étudier l'adoption de cette variété de riz en Inde.
Comment ça? Tout simplement en proposant à un ensemble de producteurs dans des virages tirés au hasard et en choisissant au hasard ces producteurs, d'expérimenter avec cette variété de riz. Donc c'est une variété de riz qui résiste aux inondations, qui, dans l'état d'Odisha en Inde, où est menée l'expérimentation que je vous présente, arrive à peu près 1 année sur 5. Chance, l'année où ces semences sont distribuées à un ensemble de producteurs tests, il y a inondation, et là tout le monde peut constater, oui, les rendements sont plus élevés avec cette variété qu'avec la variété Swarna traditionnelle. Premier bénéfice, c'est le bénéfice assurantiel direct espéré. Deuxième bénéfice qui se matérialise dès la première année, dès 2011, donc avant d'avoir pu constater cela, c'est que les producteurs investissent davantage dans les fermes tests. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent davantage d'engrais, ils mettent davantage de riz en culture, ils ont des techniques plus intensives, mais aussi plus performantes en transplantant manuellement le riz, différemment de ce qu'ils auraient fait autrement. Que se passe-t-il en 2012? Cette fois, pas d'inondation. Alors, on ne va pas revoir directement l'effet de la variété, le fait qu'elle protège, qu'elle résiste aux inondations, mais du point de vue de la recherche, c'est idéal. C'est-à-dire que cette fois, on aura eu le fait que les producteurs ont investi davantage de temps, de travail, d'engrais, mais que pour autant, les conditions climatiques en elles-mêmes n'ont pas déclenché l'avantage intrinsèque à la variété utilisée. Donc on va voir l'effet net de l'investissement additionnel. Et donc quand on combine l'information de 2011 qui nous montre les gains liés à la protection face aux inondations, avec l'année 2012 qui nous montre les gains obtenus par une augmentation des investissements, on arrive à calculer que la part du gain direct lié à l'assurance est de l'ordre de 57%, c'est le fait de ne pas faire de pertes lors des mauvaises années, mais qu'il y a un autre gain qui représente 43% du total, qui est la possibilité d'investir davantage et qui est saisi par le producteur et qui obtiennent ainsi, producteurs qui obtiennent ainsi des rendements supérieurs. Donc on constate bien ce double bénéfice lié à la technologie et à sa résistance au stress climatique. Donc, bilan sur le risque, c'est une contrainte majeure pour les petits producteurs qui s'accentue avec le changement climatique. Faible demande d'assurance aux conditions du marché. Alors, une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que si aux conditions du marché, l'assurance n'est pas possible et que l'assurance est souhaitable avec les limites que je soulignais de prise de risque potentiellement excessive, c'est que l'assurance doit être distribuée autrement que par le marché. Le marché n'y trouvera pas son compte. Et une façon de raisonner, c'est de se dire qu'elle pourrait être intégrée au programme de transfert et donc faire partie plus largement des filets de sécurité qu'on propose aux agriculteurs. Après tout, on peut avoir des filets de sécurité directement liés aux pertes de revenus, mais on peut avoir des filets de sécurité qui soient donnés sous forme d'assurance gratuite ou fortement subventionnée. Autre conséquence, avec l'exemple de Swarna Sub 1, c'est l'utilité d'accroître la recherche visant à des technologies qui soient intrinsèquement immunisées contre le risque. Donc, c'était une première barrière. Je vais dire quelques mots d'une autre barrière qui est celle de l'information, et je vous donnerai un exemple de façon un petit peu rapide. Le point de départ ici, c'est un constat, à nouveau, je me situe un petit peu en amont de l'ensemble des travaux que je vous présente, dans les années 70-80, de déception vis-à-vis des modèles traditionnels de conseils agricoles qui sont coûteux, qui sont traversés de plein de problèmes qu'on va appeler des problèmes d'agence, de gouvernance, de corruption, de faible efficacité, de lourdeur bureaucratique, etc. C'est difficile d'atteindre ainsi des centaines de milliers et des millions de petits producteurs, et ce n'est pas une surprise. Deuxième élément, l'hétérogénéité des exploitations fait qu'on risque de transmettre de fausses informations, comme ce que faisait le conseil agricole officiel au Kenya, qui vous aurait conduit à mettre 2 fois trop d'engrais. Du coup, il y a peut-être moyen de réfléchir à des pistes d'amélioration.
Alors, face au problème de gouvernance, quelles incitations veut-on mettre en place? Quel système de gouvernance et de compte rendu aux communautés, de accountability, peut-on mettre en place? Première chose. À qui confie-t-on le conseil agricole? Si on le confie localement, quels sont les bons points d'entrée pour trouver les agriculteurs qui vont diffuser l'information? Et quelle utilisation des nouvelles technologies, SMS, éventuellement messages vocaux, vidéos, etc. Donc c'est un champ assez bourgeonnant, cette question de l'information et du conseil agricole. Je vais juste vous dire quelques mots d'un exemple d'évaluation auquel j'ai eu l'occasion de participer, qui était un programme de Farmer Trainers en Ouganda, dans le cadre d'un vaste projet de développement du secteur laitier, qui avait de très nombreux aspects, collecte et commercialisation du lait, promotion d'animaux sélectionnés, soins vétérinaires, etc. Et la partie sur laquelle le conseil agricole portait, c'était la partie nutrition du bétail en particulier. Et là, l'idée était d'avoir un modèle en cascade, un producteur formateur est formé dans chaque village, et à lui de former les autres producteurs. Ce producteur est choisi par le village, il agit sur la base du volontariat, il n'est pas rémunéré pour cela. Et tout l'enjeu est de se demander s'il y a un tel modèle de conseil agricole qui a l'avantage d'être relativement peu coûteux, puisqu'il a un effet boule de neige qui permet d'atteindre beaucoup finalement en formant directement seulement quelques-uns. Est-ce que ce modèle-là est efficace ou est-ce que l'information se perd? Est-ce que le producteur formateur oublie finalement de former les autres villageois, etc. Donc l'enjeu de l'évaluation était de comprendre qu'est-ce qui va motiver notre producteur formateur, notre farmer trainer, qu'est-ce qui va faire que les informations transmises sont de qualité et sont aussi crédibles pour les exploitations auxquelles ils s'adressent. Et ce qu'on avait en ligne de mire également, c'est cette question de l'hétérogénéité. Même si tout est bien fait, même si la personne est motivée, même s'il s'est bien formé, peut-être qu'il va transmettre des informations qui ne sont pas pertinentes parce qu'elles sont trop calquées sur ses propres besoins à lui et non à ceux de ceux qu'il forme. Il se trouve que le modèle des farmer trainers était un modèle qui s'était développé par essais-erreurs successifs. Donc là, les techniques enseignées pour la nourriture des vaches laitières, elles avaient été sélectionnées progressivement. Les incitations non monétaires avec une valorisation symbolique de l'action, etc., s'était développé. Il y avait aussi des liens avec les agents de conseil professionnels qui avaient été peu à peu construits. Donc c'est un programme très construit. Et donc l'objectif de l'évaluation, c'était de comprendre, d'une part, est-ce que ce programme marche, est-ce qu'il a des effets, et comprendre également les conditions de son succès. Et pour comprendre les conditions de son succès, une façon de raisonner, c'est de se dire finalement quels sont les traits saillants de ce programme, renforçons ces traits saillants de façon aléatoire à certains endroits et pas à d'autres, pour voir si en eux-mêmes, ces aspects sont importants. Donc, par exemple, il y a des incitations non monétaires liées à une mise en avant du producteur formateur. Est-ce qu'on peut renforcer cette mise en avant en établissant devant la ferme du producteur formateur en mettant des pancartes qui signalent, promeuvent son action, disent les objectifs qui ont été atteints, etc. Est-ce que ça va avoir un effet additionnel? Si oui, on se dit la motivation et les incitations non monétaires sont importantes. L'adaptation individuelle à chacun, est-ce qu'on va pouvoir former nos farmer trainers à prendre en compte les besoins de chacun de leurs collègues, etc. Les liens avec les agents de conseil agricole, est-ce qu'on va pouvoir les renforcer en distribuant des bons qui vont permettre d'accéder à demande à la visite d'un conseiller agricole professionnel? Est-ce que ça modifie les résultats? Alors, premier résultat, qui est une bonne nouvelle pour ce modèle de producteur formateur, c'est que oui, il fonctionne. Alors, quand on évalue ce programme, c'est important de distinguer l'effet direct qu'il a sur les producteurs formateurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils connaissent mieux les technologies utiles pour nourrir le bétail? Est-ce qu'ils adoptent davantage ces technologies? Est-ce que ça améliore le rendement, donc la production laitière? Et la réponse est oui. Former ces gens, alors il s'agit de 3 jours de formation par an, donc c'est quand même un effort relativement conséquent, ça améliore leur connaissance de 50% d'un écart type, ce qui est un effet absolument massif. Ça augmente le nombre de technologies qu'ils adoptent, conservation de certains de nourriture, etc., la façon dont ils distribuent l'eau, la façon dont sont composées les rations, pardon. Et par ailleurs, ça améliore la production laitière.
Mais ce qui est important, c'est que l'aspect cascade fonctionne. Donc, les villageois qui sont dans les villages dont le producteur formateur a bénéficié d'une formation, eh bien, leur connaissance s'améliore. Donc, une connaissance s'est transmise avec de la déperdition, mais avec quand même des gains relativement conséquents. Le nombre de technologies adoptées augmente et surtout, la production augmente. Donc voilà un programme finalement assez simple, assez modeste, qui fonctionne assez bien et qui est, alors là pour le coup, tout à fait efficace en termes de rapport coût-bénéfice. Alors quels sont les mécanismes derrière? Ce qu'on voit finalement, et ça c'est intéressant, c'est que les deux canaux qu'on voulait renforcer, le lien avec, parmi les trois canaux qu'on voulait renforcer, il y en a deux qui ressortent fortement. Le lien avec l'agent de conseil agricole professionnel, le fait qu'il visite régulièrement le producteur formateur, ça améliore énormément son efficacité. Et l'autre aspect qui est important, c'est la promotion du producteur formateur sur ses pancartes, ses panneaux. Ça aussi, ça améliore certainement sa crédibilité, et en tout cas, ça améliore la production des villageois dont le producteur formateur est ainsi mis en avant. En revanche, une des idées et ces deux idées, c'est intéressant, étaient les idées un peu phares de ceux qui portaient le projet. L'idée des chercheurs qui était de dire, oui, mais il y a de l'hétérogénéité, est-ce qu'ils vont savoir s'adapter aux besoins de chacun? Là, on a essayé de développer une formation spécifique pour adapter individuellement la formation. Ça n'a pas d'effet. Et donc là, l'idée des chercheurs, moins bien finalement que l'idée du terrain de ceux qui mettent en œuvre le programme. C'est peut-être pas une surprise. Pour autant, sur cette question d'hétérogénéité, le programme a des effets positifs sur tous les producteurs, quelles que soient leurs conditions. Et ce qu'on peut comprendre derrière ça, c'est qu'en enseignant des principes finalement assez généraux et en proposant un menu de technologies, il y en avait jusqu'à 33 qui étaient proposés, donc différentes herbes, différents buissons, différentes techniques de conservation. Eh bien, on permet à chaque producteur de choisir en fonction de son besoin, de son avantage comparatif, et c'est ça qui fait les résultats efficaces du programme. Je vais passer sur un autre exemple, qui est une technologie pour laquelle la formation s'avère absolument critique, et vous dire quelques mots dans les 5 minutes qui me restent sur cette question de chaîne de valeur inclusive. Alors, c'est a priori une idée assez prometteuse, puisque ça résout un certain nombre de défaillances de marché qu'on a pu évoquer. La question de la commercialisation, une demande effective et profitable, et puis en amont, l'accès au crédit, à l'assurance, aux intrants, etc. Pourquoi? Parce que les contrats qui lient le producteur à une entreprise qui a commercialisé son produit permet d'inclure la fourniture de ressources productives, permet éventuellement du coup le crédit. Ces intrants sont fournis en amont de la récolte et sont récupérés sur le produit de la récolte. Ces chaînes de valeur permettent également une coordination verticale avec des acteurs tiers qui assurent la certification de la qualité et le financement de la chaîne. Pour autant, il y a un ensemble de conditions pour que l'inclusion des petits producteurs soit effective dans ces chaînes de valeur. D'abord, il y a des questions de hold-up. Une fois que vous dépendez de quelqu'un qui vous a distribué les intrants, qui commercialise d'autres biens, eh bien, il ne faut pas être en situation de dépendance complète, sans quoi il peut aussi réduire les prix d'achat, etc. Il y a une question de capacité de négociation, de discipline pour maintenir des relations contractuelles de long terme et ne pas être tenté lorsque les prix fluctuent ou lorsqu'il y a une opportunité de vente, de vendre à côté hors contrat. Il y a des questions de capacité des partenaires commerciaux à fournir les ressources dont ont vraiment besoin les producteurs. Il y a le coût de la certification de la qualité des productions. Il y a la question des infrastructures. Bref, un ensemble de conditions. Et d'une certaine façon, on manque d'une vue globale pour voir si, in fine, pour les petits producteurs, en moyenne, les choses sont profitables. Je voudrais juste simplement souligner un exemple qui vous montre plus le mécanisme que peut-être la valeur globale de ces chaînes de valeur. C'est un cas d'innovation intéressante qui lie assurance et crédit. Donc, un aspect intéressant de la chaîne de valeur, c'est que dans le cas d'une relation contractuelle, on peut lever simultanément plusieurs contraintes. En quoi cela consiste-t-il? En considérant le cas de petits producteurs de canne à sucre au Kenya, ils sont en agriculture sous contrat, contract farming, avec une entreprise agro-industrielle qui fournit des intrants, plants de canne à sucre, de l'engrais et des services, préparation des sols, récolte, et qui se rembourse pour ces services sur le produit de la récolte. Et si éventuellement ces services ont été fournis
longtemps avant la récolte, par exemple préparation des sols, dans ce cas-là, un taux d'intérêt mensuel est appliqué de 1%. Voilà un modèle standard d'agriculture sous contrat. Dans ce modèle-là, il y avait une assurance traditionnelle des récoltes, basée sur la comparaison du rendement avec des rendements historiques. On était déjà dans un cadre assez institutionnellement assez fort. Un inconvénient cependant, c'était que la prime pour cette assurance des récoltes était payée 14 à 16 mois avant la récolte, ce qui fait que du point de vue du producteur, il y a deux coûts à l'assurance. Il y a le coût direct de payer une prime, mais il y a aussi le coût de prêter le montant de la prime au pire moment, c'est-à-dire avant de réaliser les bénéfices de la récolte. Et ce coût implicite, il est particulièrement élevé pour les plus pauvres. Ce que permet la relation contractuelle de long terme entre les producteurs et l'entreprise agro-industrielle, ben, c'est tout simplement d'utiliser la même idée. Je vous prête des intrants et je me rembourse au moment de la récolte. Ben, après tout, je peux vous assurer et je ne récupérerai ma prime d'assurance qu'au moment de la récolte. Du coup, si la récolte est bonne, je récupère la prime d'assurance. Si la récolte est mauvaise, je vous indemnise. Et de cette façon-là, on sépare complètement ce qui est assurance de ce qui est crédit. Il n'y a pas ce coût additionnel du crédit. Donc voilà une idée assez simple. Et pour la tester, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir trois groupes de comparaison. Un groupe de producteurs auquel on propose un paiement immédiat de la prime, c'est le statu quo. Un groupe auquel on propose une prime subventionnée, puisqu'on a vu que finalement, dans les littératures sur les assurances, tout ce qui marchait, c'était la subvention. Donc, subventionnons à 30%, ce qui n'est pas un montant énorme par rapport au graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, et voyons ce que ça donne. Et enfin, essayons la dernière solution, qui est de dire, bah, on vous assure, mais vous ne paierez la prime que si la récolte est bonne au moment de la récolte. Qu'est-ce que ça donne? Un graphique particulièrement impressionnant, voire incroyable, c'est une augmentation absolument massive des subventions. Le premier groupe, c'est l'assurance traditionnelle, le statu quo, 5% de souscription de prime. Subvention de 30%, on passe à 6%, la différence est loin d'être significative. Par contre, on vous dit, écoutez, vous paierez votre prime uniquement au moment de la récolte si la récolte a été bonne, taux de souscription de 72%. Effet absolument massif et sans comparaison avec ce qu'on peut obtenir en augmentant la subvention. Évidemment, si on était passé à 70-80% de subvention, peut-être qu'on serait parvenu à ce niveau de souscription. Évidemment, du point de vue de l'assureur, il est beaucoup moins coûteux d'offrir simplement ce crédit. Alors, d'où vient l'intérêt du producteur face à un tel produit? Donc, il y a des mécanismes d'économie comportementale relativement bien documentés et que cette étude de Casaburi et Willis documente encore davantage. Ils sont un biais en faveur du présent. C'est toujours plus difficile de faire une dépense aujourd'hui qu'une dépense future. Payer une prime d'assurance plus tard, c'est moins grave, c'est moins difficile. Il y a également la contrainte de liquidité. Et effectivement, les producteurs qui sont le plus contraints parce qu'ils ont un faible niveau de revenus sont particulièrement ceux qui vont augmenter leur souscription d'assurance. Évidemment, la question c'est, bah oui, mais c'est un produit quand même assez miraculeux. Vous vous assurez aujourd'hui, mais vous paierez votre prime demain. Bah, vous avez toute incitation à dire, ah oui, non, mais finalement, je refuse de payer ma prime. Simplement, là, le coup de faire défaut, puisqu'on est dans cette relation contractuelle, c'est pas seulement de ne plus avoir accès à l'assurance, vous refusez de payer votre prime d'assurance, ben, l'année prochaine, vous n'êtes plus assuré, mais c'est également, vous faites défaut sur l'ensemble des ressources associées à la relation contractuelle, on ne va plus vous fournir tous ces services d'intrants, tous ces services, ces intrants, etc. Donc, ça illustre bien le potentiel de l'agriculture contractuelle pour lever simultanément plusieurs barrières, crédit, risque, accès au marché. Je vais m'arrêter là, j'ai été un petit peu long, je voulais simplement redire 2-3 mots sur les enjeux posés par le changement climatique. J'ai insisté beaucoup sur évaluer la profitabilité, il faudrait évaluer la profitabilité et la soutenabilité des pratiques agricoles, ce qui suppose de prendre une perspective de long terme et d'autres difficultés et d'autres enjeux méthodologiques, même si vous l'avez vu, c'est déjà bien intégré par pas mal de travaux qui proposent des innovations qui ont des vertus de soutenabilité, enfin, en termes environnementaux. L'autre changement induit par le changement climatique, c'est des barrières renforcées.
notamment sur la question du risque. Ce qui est plus difficile, c'est de développer des variétés, des innovations technologiques qui sont robustes, non pas à un type de risque, mais à plusieurs types de risques, si vous voulez, à la sécheresse, à l'inondation. Donc là, il y a un enjeu accru et une difficulté accrue. Et par ailleurs, toute l'incertitude liée au changement climatique va rendre d'autant plus complexes les problèmes d'information et d'apprentissage que j'ai évoqués. Voilà, donc des défis accentués, complètement incontournables. D'un autre côté, des outils disponibles pour les analyser. Et j'espère que dans les années qui viennent, les travaux permettront de répondre encore plus largement à cette question d'adoption de technologies et de technologies compatibles avec la réduction des dommages environnementaux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Weigel. Alors, merci à tous les participants qui ont posé beaucoup de questions. Il y en a de nombreuses, sur divers thèmes. Abdoulaye m'a aidé à les ramasser un petit peu, à les mettre en cohérence. Je vais essayer de vous en poser certaines, mais je vais démarrer par une question, enfin, deux questions qui sont les miennes, sur un petit peu ce type de méthode d'évaluation. La première, c'est, on voit bien que ces méthodes, finalement, elles visent euh, à comprendre les décisions des agriculteurs ex post. Il y a d'autres méthodes qui visent plutôt à les anticiper, donc ex ante, en analysant les systèmes de production. Et comme vous le disiez au tout début, l'agriculteur prend des décisions sur la base d'un certain nombre de facteurs qu'on peut analyser ex ante pour essayer d'anticiper le succès possible des tentatives de diffusion d'innovation. Et donc, la question, c'est comment ça s'articule et comment, en gros, où mettre les moyens en termes d'études et de recherche. Est-ce que dans quel cas, eh bien, cela vaut le coup d'anticiper et dans quel cas, eh bien, vaut-il mieux mettre les efforts sur ce type d'évaluation que vous nous avez présenté. Et puis, en lien aussi avec cela, on sait que l'évolution de l'agriculture souvent se réalise sur des temps relativement longs et même à l'échelle des exploitations agricoles, les évolutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient dans la composition du capital, eh bien, se font souvent sur plusieurs années. Et donc, il faut un recul suffisant pour apprécier ex post les évolutions. On sait d'ailleurs par ailleurs que plus le recul est long, eh bien, moins ce type d'étude est fiable, à moins que vous me disiez le contraire. Et donc, la question, c'est comment vous prenez en compte ce facteur temps dans ce type d'études et quel est l'impact sur les coûts de ces études. Parce que forcément, plus la période observée est longue, plus l'étude sera coûteuse. Et ça rejoint d'ailleurs une autre question qui a été posée dans le fil sur le coût de ces études d'une manière générale. Voilà, ça c'est peut-être un premier ensemble de questions. Et ensuite, je relayerai quatre autres questions, si le temps nous le permet, voire plus, si le temps nous le permet plus, qui viennent des participants. Oui, merci beaucoup. Ce sont de très bonnes questions et je pense qu'elles montrent bien à la fois les difficultés, mais je dirais aussi peut-être la force de la méthode. L'arbitrage entre comprendre les décisions maintenant et comprendre, je vais peut-être fermer mon écran, et les comprendre et les anticiper. En fait, ce qu'on fait beaucoup dans ces travaux, c'est tout un travail préalable visant à mieux comprendre, à mieux anticiper les décisions qui vont être prises. Et la posture qu'on a est celle du expérimentateur qui, avec les praticiens, essaye d'imaginer, de comprendre simplement aussi par des enquêtes, etc., par de la modélisation sur données observationnelles, ce qui se passe. Donc, par exemple,
Je me souviens qu'Esther Duflo motivant finalement la séquence d'expérimentation qu'elle avait fait au Kenya sur les maïs hybrides. Donc je vous avais présenté la question de la profitabilité, mais après ça a continué. Est-ce que du coup, comme il y a quand même de la profitabilité, est-ce qu'il y a un problème d'information? Et finalement, la réponse qui a été donnée par les producteurs sur pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas davantage d'engrais, c'était en particulier parce que au moment d'investir, c'est juste pas possible. Je n'ai pas la liquidité nécessaire. Ce qui est évidemment tel quel plutôt une mauvaise réponse parce que on a toujours un petit peu de liquidité, on peut toujours investir un petit peu, mais qui disait peut-être quelque chose de plus profond, qui est oui, mais il y a un biais, c'est investir maintenant pour un rendement futur. Et donc cette façon finalement prospective d'avancer a permis de tirer une hypothèse qu'il a été ensuite possible de tester en proposant un produit qui justement permettait aux producteurs de s'engager maintenant pour payer plus tard un investissement qu'il faut consentir aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment une articulation assez étroite entre la façon dont on peut définir une expérimentation et tout le savoir accumulé par un ensemble de méthodes. Et cet ensemble de méthodes, il est très vaste. Il va du raisonnement théorique, qui souvent va s'appuyer sur des validations empiriques, mais va essayer de transférer un mécanisme qu'on connaît à un contexte qu'on connaît moins bien. Après, je pense quand même qu'on pourrait se dire, dans ce cas-là, anticipons et ça suffira. Dans l'étape de validation ex post, il y a quand même beaucoup de surprises. Donc, je sais pas, un des charmes de l'expérimentation, c'est qu'au moment de sortir les premiers résultats, on sait très bien qu'on va pouvoir être très surpris, parfois déçu, parfois au contraire, comme dans le cas des farmer trainers ougandais, où on se disait, bon, déjà, ce sera bien qu'on arrive à montrer que les farmer trainers augmentent leur production, que ceux qu'ils ont formés aient une meilleure production, c'est quand même pas gagné. Bon, voilà, on a des surprises positives, on a des surprises négatives. Donc voilà, il y a une logique, il y a une théorie du changement. Toutes ces évaluations, avant d'être menées, elles ont une théorie du changement, mais on la vérifie et puis on la valide pas, et ça permet un processus itératif qui est très qui à la fin permet d'avoir à la fois des résultats solides et aussi parfois des résultats beaucoup plus simples que ce qu'on aurait pu anticiper sans expérimenter. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à cette question. La question du temps long, c'est une question évidemment fondamentale. Donc les expérimentations en tiennent compte souvent. Ces travaux, prenez la séquence de travaux sur les maïs hybrides au Kenya, c'est pas une saison agricole, c'est 7-8 saisons agricoles, c'est du recul, etc. Parfois, des résultats importants sont observés sur l'adoption d'une technologie. On revient 3 ans après pour vérifier si ces résultats persistent, etc. Alors, oui, s'il s'agissait de 10 ans, 20 ans, on serait peut-être un peu plus en difficulté. Alors, c'est vrai que l'approche idéale serait de dire on va geler le statut du groupe de contrôle, du groupe de traitement suffisamment longtemps, et puis là, on aura une comparaison immédiate. C'est parfois possible. Il y a certains programmes de cash transfert comme ça qui ont été dont les impacts ont été évalués des décennies après, ou des programmes éducatifs dont on mesure les effets après 50 ans, parce que ce qui s'est passé pendant l'éducation, ça a des effets durables et il n'y a rien qui va modifier le traitement de votre groupe de contrôle. Une fois qu'il n'a pas bénéficié d'une intervention à 3 à 5 ans, vous pourrez voir les effets à 55 ans, il n'aura toujours pas bénéficié. Clairement, dans le domaine agricole, c'est plus compliqué. L'environnement change, de nouvelles interventions vont intervenir. Et donc là, on est un peu obligé d'articuler les choses avec différentes évaluations qui ont différentes échelles de temps. Mais si on arrive à comprendre l'adoption et l'adoption durable, peut-être que cette étude-là, elle va se contenter de mesurer l'adoption durable et on va compléter ça par les connaissances qu'on a des conséquences sur l'environnement ou sur les profits de cette adoption de technologie. On ne va pas forcément chercher à faire dire à une étude l'ensemble des choses. Déjà, si elle documente une des parties de la chaîne, ce serait important. Et de la même façon, sur le cas des assurances contre le risque, les pertes de récolte, si on a réussi à montrer une augmentation
dans le cas du Kenya, Kasaburi Willis, et que on sait par ailleurs que cette meilleure assurance permet davantage de prise de risque, ben voilà, on va combiner un petit peu les résultats des différentes études. Donc il y a un petit peu les deux. Il y a le prolongement de la méthode expérimentale avec les coûts que ça implique, mais il y a aussi l'articulation entre travaux expérimentaux et avec d'autres types de mesures qui peuvent être aussi parfois agronomiques. Donc ça renvoie à la question des coûts. Oui, c'est des méthodes coûteuses, hein, mais qui se justifient par la production de biens publics. Si les enseignements sont de portée importante, si derrière le rendement de Swarna Sub 1, bah, il y a potentiellement un énorme potentiel. Encore faut-il le vérifier, encore faut-il mettre en évidence l'effet sur les investissements, etc. Et c'est ça qui justifie, à mon sens, hein, ces études. On n'est pas dans du contrôle, dans ce cas particulier de la validité d'un programme. On est bien dans une dynamique d'apprentissage pour avoir des effets globaux. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. J'ai sélectionné les questions qui sont de portée le plus générale possible parce qu'il y a des questions qui sont de portée un peu sous-thématique, notamment sur l'adoption des produits financiers, etc., qui sont intéressantes, mais je vais essayer de me concentrer sur des questions de portée assez générale. Et je propose de vous les poser en bloc, comme ça vous pouvez gérer votre temps pour y répondre avant la fin. La première, c'est une question de Madame Christine Révréan-Surdon sur la représentativité des agriculteurs qui sont intégrés à ces études, de ces échantillons. Je comprends que ce n'est pas une question qui porte sur la représentativité locale qui est réputée acquise, mais plutôt au-delà, c'est-à-dire comment on fait pour tirer des leçons globales ou à l'échelle du continent, je vais faire à votre titre de l'exposé, à partir d'études assez locales. Et donc, ça pose la question de la représentativité des agriculteurs et de leur comportement par rapport à l'échelle continentale. C'est la première question. La deuxième question, c'est un ensemble de questions d'Anne Panel sur la question des dispositifs, on va dire, de conseil et de transfert d'innovation. Dans le cas des dispositifs de Farmer Trainers, y a-t-il des connaissances et techniques qui sont plus facilement transférables que d'autres dans le cadre de ce type de dispositif? Et dans quelle mesure les connaissances et pratiques des paysans, au-delà des innovations venues de l'extérieur, eh bien, sont prises en compte? On sait que ces pratiques, ces savoir-faire locaux en matière de gestion du risque sont souvent importants. Et troisième et dernière question à ce stade du moins, une question très large sur les modèles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de participants qui se posent la question du modèle du développement de l'agriculture en Afrique. C'est une vaste question, mais qui s'interroge sur l'agriculture industrielle. Est-ce qu'elle est possible, est-ce qu'elle est viable, et notamment du point de vue de la biodiversité. La question de la nécessité ou non de la mécanisation, de la compatibilité entre l'agriculture familiale et de l'intensification. Toutes ces questions convergent sur une question générale, que moi je formulerai ainsi, c'est est-ce que l'intensification de l'agriculture africaine, et bien forcément à travers l'intensification par le capital, en gros, de l'agriculture africaine est-elle une voie souhaitable, voire nécessaire? Et je vais encore plus loin, même si vous disposerez de peu de temps. Vous avez comparé avec l'Asie et la révolution verte en Asie. Est-ce que c'est encore une voie possible en Afrique? Merci et désolé pour la densité des questions au regard de la longue. Oh, mais merci au contraire. Donc la question de la représentativité des agriculteurs qui rentrent dans ces études et des leçons globales qu'on peut en tirer, parfois aussi question de la validité externe ou la transportabilité des résultats.
Plusieurs niveaux de réponse. Alors, un, c'est une question absolument incontournable. Si on la pose de façon un peu abstraite, ça devient une question, ah ben, non, évidemment, ce qui vaut ici ne vaut pas là, il n'y a aucune raison, etc. Et si on se contente d'une approche complètement expérimentale, rien ne le garantit. Et c'est vrai, il faut avoir cette modestie de se dire, bah oui, les résultats que j'ai obtenus, c'est telle étude dans tel contexte. Et du coup, c'est très important de bien documenter ce contexte, de bien l'expliquer, de bien le présenter, et toute la partie qualitative, monographique de description de ce contexte est importante. D'un autre côté, si on pousse trop loin ce paradoxe, cette aporie, ben on en vient à dire bah, ça ne sert à rien de faire du travail empirique parce que tout résultat que j'aurai aujourd'hui, il ne vaudra pas pour demain, il n'y a aucune leçon à en tirer. Et donc je pense que cette question-là, bah, il faut la reprendre modestement en disant rien ne garantit la validité de mes résultats au-delà de l'endroit où je les ai expérimentés. Mais d'un autre côté, quand je commence à accumuler plusieurs expérimentations et qu'elles donnent des signaux convergents, là je peux me dire ah bah là il y a peut-être quelque chose d'un petit peu général. Et c'est un petit peu le message que j'ai essayé de vous donner avec la question de l'assurance. Bah, l'assurance indexée sur les précipitations, de fait, au prix du marché. Voilà, on a beau faire beaucoup de marketing social, on a beau faire beaucoup d'informations, ça ne marche pas. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu général. Donc ça, c'est une façon, à mon sens, la réplication, l'attention à la réplication dans des contextes suffisamment variés, en expliquant ce qui varie, en essayant de comprendre les mécanismes derrière, qui permet d'avancer. Et donc, je pense qu'on est dans un monde où, oui, il y a des leçons générales, et puis en même temps, il y a aussi toute une déclinaison locale qui est nécessaire. Et donc, comprendre certaines leçons générales et comprendre derrière certains mécanismes, ça permet d'avancer, mais peut-être pas de tirer vers un modèle de développement ou vers une réponse globale sur tel frein est à l'œuvre, tel autre ne l'est pas. Et ça, je pense que je peux témoigner que le travail d'un chercheur empiriste, c'est un bel exercice de modestie de ce côté-là. Sur la question des farmer trainers et la prise en compte des savoirs locaux. Donc oui, clairement, hein, ce programme des farmer trainers, il a un côté finalement très très ancré. La première chose que faisaient les équipes de l'Institut international d'agroforesterie qui menait ce programme, c'était de faire une évaluation des besoins locales, prendre en compte ce qui fonctionnait, l'utilisation de tels résidus pour des récoltes pour nourrir le bétail, bien comprendre les contraintes d'accès aux points d'eau, etc. Et d'une certaine façon, c'était systématiser des savoirs faire et des locaux et les étayer par quelques principes assez simples sur le nombre d'animaux que vous pouvez garder pour telle superficie de terrain ou des principes tout simples, à savoir que le mieux est de donner l'accès à l'eau à volonté pour les animaux si c'est possible, etc. Voilà. Donc c'est un mélange de principes un peu généraux, certains issus, et puis également de principes sur la formulation des rations lorsqu'on arrivait à une alimentation plus élaborée. Et ce qu'il y a eu d'intéressant à mon sens dans ce programme, c'était justement de mettre un petit peu bout à bout ces principes un petit peu plus scientifiques et ces savoirs pratiques un peu plus simples, plus empiriques, et de les mettre dans un cadre de transmission de pair à pair, un petit peu organisé, appuyé sur le savoir-faire et la crédibilité d'agents professionnels. Donc,
je pense que c'est un des facteurs de succès de ce modèle, alors qui ne permet pas d'augmenter la production laitière qui reste très modeste, hein, de quelques litres, voire parfois moins d'un litre par animal. Mais bon, si elle augmente de 20-30%, il y a des gains importants. On ne change pas d'échelle, mais on améliore de façon tangible le bien-être en consolidant, je pense, à la fois des savoir-faire locaux et des principes scientifiques plus généraux. Alors, la question redoutable du modèle de développement agricole en Afrique, je pense qu'on peut avoir à la fois confiance dans ce modèle de petits producteurs qui peut être compatible avec une véritable intensification, hein, si on pense à ce paradoxe de la courbe en U de la productivité. Hein. La productivité peut être particulièrement élevée parmi des petits producteurs à partir du moment où ils sont un minimum équipés, etc. Donc, intensification par le capital nécessaire, je pense que c'est un petit peu difficile de complètement en faire abstraction, mais il y a clairement un degré, hein, une intensification, un usage excessif d'engrais, ça peut être complètement contre-productif. Donc, je serais assez nuancé cette question. Le modèle est sans doute à inventer. Est-ce qu'il est quand même pas plus proche d'une intensification que du statu quo? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire il faut qu'il passe par une intensification agroécologique pertinente, contrôlée. Pour autant, sans doute pas effectivement un modèle productiviste pur qui de toute façon aurait aussi des coûts sociaux, des coûts environnementaux extrêmement élevés. Mais j'avoue, peut-être que finalement tous mes bafouillements et tous mes disent surtout ça, que j'ai un peu du mal à poser ces grandes questions là autrement qu'en disant bah oui, mais de toute façon, oui, on voit dans quelle direction on va, mais on va y aller étape après étape. Et ce seront plutôt des innovations incrémentales qui nous permettront de naviguer et de faire émerger ce modèle qui soit pertinent pour les petits producteurs dont le rôle à jouer dans l'agriculture en Afrique subsaharienne est, à mon avis, incontournable. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que c'est une belle conclusion à 15h31. Bravo. Mes excuses à tous ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas été reprises. J'imagine qu'elles seront malgré tout conservées et communiquées, le cas échéant. Le temps d'échange n'a pas permis de tout prendre. Donc, il me reste vraiment à vous remercier, professeur, pour cette Merci à conférence tous. passionnante et remercier tous les participants actifs à cette conférence. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.